Bonjour, aujourd'hui 29 mai 2026, il est 16 heures hors Montréal. Eid Mubarak à tous ceux qui fêtent l'Eid. Aujourd'hui, le président américain annonce sur Truth Social la levée du blocus naval imposé à l'Iran. Les navires iraniens retenus peuvent repartir. Le droit d'Ormuz ouvre sans aucun péage, ni du côté iranien ni du côté américain. Mais Trump, on le sait, il ne lâche rien gratuitement. En échange, Téhéran accepte les trois conditions lourdes. 1. Le programme nucléaire américain. 2. La poussière nucléaire issue de la frappe américaine en juin dernier, opération Marteau de 2008. Puis, 3. L'AEA supervisera tout ce qui reste du dossier nucléaire iranien. Et l'Iran s'engage à détruire les mines restant dans le droit. C'est ce que Trump avance. Puis, il impose à l'Iran ce que Obama n'a jamais exigé en 2005, un démantèlement. Donc, surtout, il refuse catégoriquement tout transfert d'argent à Téhéran, pas un dollar. C'est sa ligne rouge personnelle contre l'accord de 2015. Mais en coulisses, Jared Kushner et Steve Witkoff préparent autre chose, un fonds d'investissement immobilier de 300 milliards de dollars dans la région. L'argent ne va pas à l'Iran, il va autour de l'Iran. Quant au président plutôt du Parlement iranien, lui, il parle de rêves illusoires. Dans les prochaines heures, soit l'accord est signé, soit la guerre reprend. Je pose la question. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Maintenant, revenons aux faits des 2 dernières journées. Le président américain, Donald Trump, a récemment menacé le sultanat d'Oman. Le contexte, on a entendu parler de ça, les négociations indirectes entre Washington et Téhéran. On sait que Oman joue depuis des décennies un rôle médiateur discret entre l'Iran et l'Occident. Ce positionnement déplaît à l'administration Trump. La menace américaine est restée vague mais explicite. Il vise à dissuader Mascate pour poursuivre sa diplomatie d'équilibre. Les médias arabes ont immédiatement relevé un fait troublant. 3 jours après cette déclaration, ça fait 3 jours maintenant, aucune déclaration officielle n'était venue des institutions arabes. Ni la Ligue arabe, ni le Conseil de coopération du Golfe, ni l'Organisation de la coopération islamique n'ont publié de communiqué. Al Jazeera, par exemple, a souligné ce silence dans plusieurs émissions. La chaîne a établi un parallèle avec la réactivité habituelle de ces mêmes institutions dès qu'une action iranienne est perçue comme menaçante. Les condamnations qui vont pleuvoir, là, puis les sommets extraordinaires se multiplient, les déclarations de solidarité fusent. Un des commentateurs égyptiens a formulé une question sans détour. Pourquoi les États arabes condamnent-ils systématiquement l'Iran, mais jamais les États-Unis? On peut lister des innombrables actions qui sont passées. Le Conseil de coopération du Golfe, par exemple, aussi. L'Organisation de la coopération islamique, toute muette. La chaîne Al-Mayadin, libanaise, qui est proche de l'axe de la résistance, a poussé l'analyse plus loin. Elle a parlé elle a plutôt rappelé les précédents, les pressions américaines sur le Qatar en 2017, les menaces sur l'Arabie Saoudite concernant la production pétrolière, les ultimatums des Émirats sur les relations avec la Chine. À chaque fois, le même schéma. Les États arabes encaissent en silence. Cette lecture circule massivement dans les médias arabophones. Elle alimente réellement un sentiment de frustration populaire. Les populations, c'est autre chose par rapport aux politiciens. Puis, ce qui se passe va nourrir le discours de l'axe de résistance que présente. Si on peut analyser ça, on va dire que c'est une asymétrie de réaction des institutions arabes. Puis ça révèle une double plutôt contrainte structurelle. Premier niveau, c'est une dépendance sécuritaire. On sait que les monarchies du Golfe dépendent de l'expertise puis de la logistique américaine.
La guerre au Yémen l'a démontré cruellement. Sans le soutien américain, en renseignement puis en ravitaillement, la coalition saoudienne aurait été paralysée, sûrement. Cette dépendance crée une asymétrie de pouvoir fondamentale. Washington peut menacer sans craindre de représailles. Les États du Golfe doivent l'accepter, au risque de perdre plutôt leur parapluie sécuritaire. Un deuxième niveau, la légitimité interne. Les monarchies du Golfe ont construit leur discours sur la menace iranienne. Donc, reconnaître que les États-Unis peuvent aussi menacer ces États arabes, reconnaître publiquement que les États-Unis peuvent aussi menacer ces États va fragiliser ce récit. Cela donnerait raison aux critiques de l'axe de résistance. Puis ça va alimenter aussi les oppositions internes qui dénoncent la vassalisation, si on peut le dire. Donc, le silence devient une stratégie de survie politique pour ces pays-là. Ne pas condamner Washington, ne pas légitimer non plus son comportement. Faire comme si la menace n'existe pas. Puis, dans tout ça, les médias arabes proches, par exemple, du Qatar, comme Al Jazeera, ont une position intermédiaire entre les deux. Là. Ça souligne le silence, puis il ne veut pas aller directement vers la confrontation. Cette prudence reflète la position qatari elle-même. Doha a subi en 2017 plutôt un blocus sévère de ses voisins du Golfe. Elle a survécu grâce à l'Iran et à la Turquie. Mais elle reste membre du Conseil du Golfe et alliée des États-Unis. Du côté résistance, on va plus loin là. Il utilise cet épisode pour délégitimer l'ensemble du système d'alliance arabo-américain. Leur lecture est claire. Les monarchies du Golfe ont trahi la cause arabe. Elles préfèrent la protection américaine à la solidarité avec leurs frères arabes. Donc, cette analyse, bien que partisane, trouve un écho croissant dans l'opinion publique au niveau des peuples. Le sondage, ou plutôt les sondages qui ont eu au niveau de l'arabe baromètre, là, montrent une défiance grandissante entre les États-Unis, envers plutôt les États-Unis. Les jeunes générations arabes sont plus critiques que leurs aînés envers cette alliance. Ce sultanat a toujours maintenu une politique étrangère indépendante. Il a servi dans un moment de canal de communication entre l'Iran et l'Occident. Il a accueilli des négociations cette année aussi secrètes là, pour faire avancer les choses. Cette diplomatie d'équilibre, elle déplaît à Washington dans le contexte actuel. L'administration Trump veut isoler l'Iran totalement. Donc tout intermédiaire est perçu comme un obstacle, comme le Pakistan, puis maintenant l'Oman. Donc Oman devient une cible. La menace américaine sur Oman passe par une pose d'une question fondamentale. Les États-Unis peuvent-ils maintenir une politique étrangère autonome? La réponse, à mon avis, semble négative. Parce que seuls les États disposent d'alternatives stratégiques peuvent résister. On peut prendre l'exemple de l'Algérie, par exemple, avec son partenariat militaire russe. L'Irak aussi, avec son voisinage iranien incontournable. La Turquie, avec son poids démographique et militaire propre. Les monarchies du Golfe, elles, restent prisonnières de leur choix historique. Donc, si on peut analyser un angle mort là dans le débat médiatique international français-américain, cette réalité est presque totalement absente. On ne veut pas l'aborder. La couverture des tensions Iran-Golfe suit un schéma vraiment prévisible. L'Iran est présenté comme l'agresseur, les monarchies du Golfe comme des victimes. Les États-Unis, c'est un garant de la stabilité régionale. Cette grille de lecture occulte plusieurs éléments cruciaux. Premier angle mort, la pression américaine sur ses propres alliés. Les médias français, par exemple, rapportent rarement les menaces de Washington sur ces États de Golfe. Les ultimatums sur la production pétrolière, les pressions pour acheter des armes américaines plutôt que européennes, les exigences de rupture avec la Chine,
Le deuxième angle mort, c'est le débat interne au monde arabe. Les médias arabes discutent ouvertement de la vassalisation. Des intellectuels égyptiens, libanais, algériens ou autres là, critiquent publiquement le suivisme des monarchies du Golfe. Ce débat n'est jamais relayé dans les médias internationaux. Troisième angle mort qu'on peut soulever, la diversité des positions arabes. La presse française ou américaine aussi présente souvent le monde arabe comme un bloc uniforme, aligné sur Washington contre l'Iran. La réalité est plus nuancée. Une des choses là qui est très visible, c'est que l'Algérie refuse les accords d'Abraham, par exemple. L'Irak plutôt maintient des relations étroites avec l'Iran. Oman pratique une neutralité active, visible aussi. Même au sein du Conseil du Golfe, les divergences existent. Le Qatar, on peut le dire, là, il veut normaliser avec Israël, mais maintient des liens très forts avec l'Iran et la Turquie. Quatrième angle mort qu'on peut soulever, c'est le sentiment populaire arabe qui est très important. Les opinions publiques arabes sont majoritairement hostiles à la politique américaine au Moyen-Orient. Cette hostilité s'est renforcée depuis le soutien américain à Israël, à Gaza, là, ce qui s'est passé les 3 dernières années. Ces médias-là ne rendent pas compte de cette ou ne veulent pas se rendre compte de cette fracture entre les régimes et leur population. Les médias arabes, qu'ils soient pro-Qatar, pro-résistance ou même saoudiens, abordent ces sujets. Ils les abordent activement. Mais le débat existe, il est vif et documenté. Mais réellement ne franchit pas la barrière médiatique française et internationale. Ce qu'on peut conclure, c'est que le silence des institutions arabes face aux menaces américaines sur Oman illustre d'une réalité structurelle. Les monarchies du Golfe ont échangé leur autonomie stratégique contre une protection militaire. Ce pacte les rend incapables de défendre publiquement un État arabe face à Washington. La question qui se pose désormais est la suivante. Est-ce que ce modèle est-il durable? Est-ce que les nouvelles générations arabes plus connectées, plus critiques, accepteront-elles indéfiniment cette asymétrie? Les évolutions géopolitiques avec la montée de la Chine et le retour de la Russie offriront-elles des alternatives crédibles? Ou les monarchies du Golfe sont-elles condamnées à naviguer entre ces deux maîtres, Washington et Téhéran, sans jamais pouvoir affirmer leur propre voix? La réponse façonnera le Moyen-Orient sûrement les prochaines décennies. Voilà, si ce décryptage vous a éclairé, abonnez-vous à Voix Interdite. Chaque semaine, je vais essayer d'analyser ce monde arabe, occidental, sans filtre, bien sûr, occidental. À bientôt, à la prochaine et bonjour.